Bien. Prépare ta tasse de thé ou de café. Aujourd'hui, on va parler de gémologie. Tu sais ce que c'est? Non? Bon. Si je devais te l'expliquer, je dirais que c'est une science aux multiples facettes. Et sur cette chaîne, je te ferai découvrir les secrets de ces minéraux si beaux, de leurs histoires, du pouvoir qu'on leur a accordé au cours des nombreux siècles passés, de ces hommes et de ces femmes qui ont voué une véritable passion à ces trésors de notre terre, et de l'influence, encore tenace, sur notre société et notre histoire. J'entremêlerai chimie, sciences naturelles, histoire de l'art, artisanat et culture populaire, en espérant que cette alchimie comblera ton cœur d'auditeur, comme ces gemmes précieuses continuent de faire battre le mien. Que tu sois amateur, professionnel ou juste petit curieux perdu sur la toile à la recherche de vidéos de chats, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tout ce qui brille. Avant de commencer, je pense que tu es curieux de savoir qui je suis. Oui, parce que je ne suis pas qu'une voix préenregistrée. Laisse-moi me présenter. Je suis une jeune bijoutière et gémologue. Très tôt dans ma vie, je me suis passionnée pour la mythologie et la minéralogie. Cette flamme ne s'est jamais éteinte. Si j'écris cette chaîne, c'est pour te transmettre mes connaissances et ma passion. Avec mes vidéos, j'espère te faire voir la beauté de notre monde et de notre histoire. Je tiens à préciser que je ne traiterai pas de lithothérapie moderne. Déjà, parce que c'est un domaine que je ne connais pas. Je suis gémologue, tout simplement. J'ai étudié la minéralogie, l'histoire du bijou et la géologie. Personnellement, je n'exclus pas l'idée que les minéraux possèdent des aptitudes qui nous échappent encore. Après tout, au cours de notre histoire, diverses propriétés physiques et chimiques ont été découvertes, comme le magnétisme ou la radiation. Mais je ne peux prétendre connaître les vertus thérapeutiques, mystiques des minéraux. Je risque donc de te décevoir si tu es là pour découvrir les effets du quartz. Mais ne te sauve pas, car je partagerai avec toi de vieilles légendes sur les minéraux. Parce que oui, ces mythes accompagnent ces fascinants joyaux, et ont contribué à leur appréciation et aux superstitions que nous percevons toujours à l'heure actuelle. Suffit de voir le nombre de pierres porte-malheur pour s'en rendre compte. Enfin bref. Pour ma toute première vidéo, je vais aborder les différentes catégories de gemmes et quelques métiers liés au domaine de la joaillerie. C'est parti! Quelles sont les différences entre le bijoutier, le joaillier et l'orfèvre? Comme tu l'as sûrement déjà aperçu quelque part, ces trois appellations se retrouvent souvent sur la même enseigne d'un commerce de luxe. Le bijoutier est le fabricant d'objets de parure simples, comme des alliances tout or. Le joaillier est l'artisan de pièces d'exception ornées de ravissantes pierreries. En anglais, le mot jeweler désigne à la fois le bijoutier et le joaillier. C'est pour te dire à quel point la frontière est vraiment très mince et, généralement, le bijoutier se forme à la joaillerie, comme c'est mon cas. Attention cependant, ce n'est pas le bijoutier joaillier qui insère la pierre dans la monture qu'il a fabriquée. Cela revient au sertisseur de sertir la ou les gemmes sur le bijou. Ce n'est pas tout à fait le même métier, bien qu'on puisse pratiquer les deux. L'orfèvre confectionne et vend des objets en métaux précieux, comme des couverts en argent ou des coupes en or. Il n'y a pas si longtemps, il était coutume d'offrir aux jeunes mariés un précieux service de table pour leur nouveau foyer. On appelait ça des listes de mariage. Ça ne se fait presque plus maintenant. Quant à l'horloger, il construit, vend et répare les montres et leurs mouvements. Les garde-temps sont des petits bijoux de technologie et de raffinement pour habiller le poignet de monsieur ou de madame. Il existe plein d'autres métiers liés au domaine de la bijouterie, comme par exemple le mineur, qui extrait des mines les métaux et minéraux, le glypticien, qui sculpte les gemmes, à ne pas confondre avec le graveur, qui grave à la main ou à l'aide d'une machine des inscriptions sur les alliances et les médailles, le lapidaire, qui taille les pierres, le diamantaire, qui taille et vend exclusivement le diamant, et le gémologue. Bon, tu m'excuseras si je n'ai pas pu tous les citer. Il y en a encore plein d'autres. Qu'est-ce que la gémologie? La gémologie est une science ayant pour objet d'étude les matériaux utilisés en joaillerie, les gemmes. Ah, enfin on y arrive. Mais concrètement, c'est quoi une gemme? Tu peux appeler gemme toute matière transparente, translucide ou opaque, qui participe à l'embellissement d'une parure. La gemme peut être naturelle, traitée ou fabriquée. On raconte que son étymologie vient du latin gemma, qui signifie bourgeon, car un cristal se développe comme l'éclosion d'un bourgeon au printemps dans les 3 dimensions. Ce mot est également une nomination. Et pour qu'un matériau reçoive le titre de qualité gemme,
Il faut que celui-ci soit attrayant par sa couleur et son éclat, mais suffisamment dur et résistant au choc pour être manipulé sans se rayer ou s'endommager. Je te présente la crocoïte. En plus d'avoir un nom rigolo, c'est un minéral d'une très belle couleur orange et d'un bel éclat. Malheureusement, sa dureté est très moyenne, très fragile à la rayure. Elle peut être endommagée par une pièce en cuivre. La crocoïte reste néanmoins un échantillon très apprécié des collectionneurs, mais tu ne risques pas d'en trouver sur un bijou, et c'est bien dommage. Le gémologue, ou gémologiste pour les anglo-saxons, est un savant capable d'expertiser une gemme sur sa nature, sa qualité et son prix, de déceler si elle a été traitée, si c'est une imitation ou une synthèse à l'aide de ses appareils scientifiques. Il travaille généralement en laboratoire d'analyse de gémologie, ou au cœur d'une bijouterie-joaillerie. Quelles sont les différences entre le lapidaire et le diamantaire? Le gémologue est un expert, il ne taille pas les pierres. Ça, c'est le métier du lapidaire, qui travaille toutes les gemmes sauf le diamant, qui est propre au métier de diamantaire, car elle demande une connaissance avancée du clivage et de la dureté adamantine. Ne t'inquiète pas si le clivage ne t'est pas familier, je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'un minéral et un cristal? Par définition, un minéral est une matière inorganique naturelle caractérisée par une composition chimique et une structure cristalline précise. Pour simplifier cette phrase terrifiante, un minéral est une substance qui n'est pas, ni issue, d'un être vivant, et qui est née d'une rencontre entre plusieurs éléments du tableau périodique qui se sont arrangés entre eux lors d'une condition géologique précise, comme des fortes pressions ou des fortes températures par exemple. Un cristal est un minéral, qui se distingue par des faces planes et des arêtes visibles. Les cristaux forment donc naturellement des cubes, des octaèdres, etc. La nature n'est-elle pas incroyable? Mais tu verras bien vite qu'il existe des minéraux qui se forment sans suivre de forme géométrique, de manière désordonnée, comme l'obsidienne, qui est un verre naturel, ou l'opale. On les qualifie alors de matières amorphes. Il existe plusieurs catégories étudiées en gémologie qu'il faut bien différencier. En premier, les pierres précieuses. Ah, les vedettes, les plus célèbres joyaux que l'on connaît tous. Le diamant, l'émeraude et enfin les corindons. Oui, car le saphir et le rubis appartiennent à la même famille minérale, les corindons. Elles ont toutes acquis ce titre prestigieux pour leur qualité physique, chimique et leur rôle dans notre histoire. En second groupe, les pierres fines. Attention, le terme semi-précieux que l'on entend très souvent est considéré désuet et interdit depuis le décret 2002-65 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. On y retrouve des minéraux transparents à translucides très utilisés en joaillerie, mais qui ne méritent pas l'appellation pierres précieuses, bien qu'elles soient très appréciées, comme les quartz, les tourmalines, les grenats, etc. Le prochain groupe implique les pierres ornementales. Il s'agit de la catégorie qui rassemble des minéraux opaques, comme la malachite, et les roches, qui, elles, sont composées de plusieurs minéraux. Le lapis-lazuli est une roche métamorphique qui contient principalement de la lazurite et de la sodalite, qui lui donnent toutes deux son bleu si intense. Mais aussi de calcite, présente en veine blanche, et de pyrite, reconnaissable à son aspect de paillettes dorées. Ensuite, il y a les matières organiques. Ces gemmes sont issues d'un être vivant. Elles ne rentrent donc pas dans la définition classique de minéral que je t'ai présentée tout à l'heure. Si tu as participé à mon quiz, geste que je félicite d'ailleurs, la dernière question bonus concernait les membres de cette catégorie. Je vais te citer les plus célèbres. Il y a la perle, extraite d'huîtres perlières, l'ambre et le copal, qui sont des résines fossiles issues d'anciens végétaux, le corail, qui est le reste d'une colonie de polypes marins, et l'ivoire, des fangs et dents que l'on récupère sur divers animaux, principalement l'éléphant, le rhinocéros, le narwal. Le commerce des matières organiques est heureusement très réglementé pour protéger les espèces menacées. Mais il existe aussi des alternatives, comme le kuroso ou taga, qui est la noix du palmier Phytélephace. Elle est employée comme substitut de l'ivoire animal. À savoir que l'appellation commerciale ivoire végétal est illicite, bien que ce nom soit très répandu pour désigner cette gemme. La catégorie suivante concerne les pierres de synthèse. Ce sont des minéraux recréés par l'homme, possédant donc les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques que leur équivalent minéral naturel. Nés en laboratoire, généralement à des fins industrielles,
comme par exemple le verre saphir de l'horlogerie de luxe. Dernièrement, le diamant synthétique s'est particulièrement fait remarquer par le grand public. Il existe pourtant 2 procédés de fabrication depuis les années 1953 et 1996. Au fil du temps, ces méthodes se sont perfectionnées jusqu'à obtenir des diamants synthétiques de qualité gemme. Un produit très apprécié des clients éthiques qui est voilà une alternative au diamant naturel, à l'origine de beaucoup de conflits. Mais cela est un autre sujet bien triste dont je te parlerai. L'avant-dernier groupe rassemble les pierres artificielles, qui, elles, ne possèdent pas d'équivalent dans la nature. Ce sont des produits 100% créés par l'homme en laboratoire. Tu peux les reconnaître à leur nom bizarre et scientifique, comme le YAG, un grenat d'yttrium et d'aluminium, ou le GGG, pour grenat de gallium, gadolinium synthétique. Attention cependant à ne pas confondre cette catégorie avec les pierres de synthèse. Et enfin, les pierres d'imitation. On y retrouve des faux amis, comme les verres colorés, les plastiques, qui ne partagent pas les propriétés chimiques et physiques des pierres qu'elles imitent. Tu es d'accord qu'un verre coloré rouge ne possède pas la même dureté, ni le même éclat qu'un rubis. Les pierres d'imitation est une catégorie à part, car elle peut désigner des pierres de synthèse, des pierres artificielles, des pierres composites et des pierres fines, comme par exemple un spinel synthétique bleu ou une topaze bleue traitée pour usurper une aigue marine naturelle non traitée qui, elle, est naturellement plus coûteuse. Qu'est-ce que le carat? En gémologie, l'unité de mesure de la masse d'une gemme est le carat, égal à 0,20 g. Ce joli nom vient de la graine du caroubier. Celle-ci était utilisée comme unité de mesure par les marchands de l'Antiquité dans le commerce de l'or et des gemmes, car on considérait, à tort, qu'elles disposaient toujours toutes de la même masse sur une balance. L'abréviation de cette unité est notée CT minuscule. Attention parce qu'en bijouterie, le carat désignait également une autre mesure. Et oui, sinon ça aurait été trop facile. Celle de la pureté des métaux précieux comme l'or ou l'argent. C'est le titre d'alliage. L'or pur est trop mou pour être travaillé. On le mélange donc à d'autres métaux. Plus il y a d'or dans le titre de l'alliage, plus il sera précieux et onéreux. L'or 18 carats, ou 750 millièmes, est le titre de référence le plus utilisé dans le monde. Symbolisé en France par une tête d'aigle, il offre une bonne résistance tout en gardant la beauté de l'or. Voilà, tu arrives à la fin de cette première vidéo. Méfie-toi des apparences. Les gemmes ne s'identifient pas à leur couleur seule. N'oublie pas que la gémologie est un métier d'investigateur. Chaque détail compte. Comme le dit si bien l'une de nos expressions françaises, tout ce qui brille n'est pas d'or. Je te remercie de ton écoute. Abonne-toi et partage cette vidéo si le contenu te plaît. A très bientôt pour découvrir la gémologie et l'histoire du bijou. À la prochaine! Tu veux une question bonus? Alors dis-moi, l'oxyde de zirconium est une pierre synthétique ou artificielle? Donne-moi ta réponse en commentaire.